Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, les débuts de la Renaissance, chapitre 2, la question italienne. 1 Sixte IV, 1471-1484. La papauté devait d'autre part se défendre en Italie. Sans doute, au lendemain de la prise de Constantinople, les États italiens signèrent-ils la paix de Lodi, à laquelle adhérèrent Nicolas V, Venise, Milan, Florence et Naples. En réalité, chacun ne pensait qu'à ses propres intérêts. Successivement, Florence, Naples et Venise menaceront l'État pontifical. Aussi, pour les derniers papes du XVe siècle, Sixte IV, Alexandre VI, Jules II, la question italienne passera-t-elle au premier plan ? Personnellement austère, Sixte IV, ancien général des franciscains, avait malheureusement une affection désordonnée pour ses neveux, dont les plus célèbres s'appellent Jérôme Riario et Julien de la Rovère, le futur Jules II. Jérôme mena complètement la politique pontificale et par ambition l'aventura dans des guerres dispendieuses. Le grand adversaire était alors Laurent de Médicis, qui intriguait partout pour empêcher l'affermissement du pouvoir temporel. 2 fois par ses menées, Florence avait témoigné l'ambition de mordre dans les États de l'Église en s'emparant sournoisement d'Imola dans les Romagnes et de Città di Castello dans l'Ombrie. Dès 1474, en opposition au projet pontifical d'une ligue générale italienne contre les Turcs, Florence avait formé, avec Venise et Milan, une alliance partielle en vue d'isoler la papauté. Pour le triomphe de sa politique anti-romaine, Laurent n'eut d'ailleurs reculé devant aucun moyen, même pas le schisme. Si la chose pouvait se faire sans scandale, disait-il, je préférerais 3 ou 4 papes à un pape unique. Contre un tel adversaire, Jérôme Riario préconisait les moyens violents. Il s'aboucha avec les ennemis florentins du Médicis, des Pazzi, famille de riches banquiers, et François Salviati, que Laurent empêchait de parvenir au siège épiscopal de Pise. Averti du complot, Sixte IV y donna son adhésion à la condition que le sang ne serait pas répandu. Les conjurés passèrent outre et résolurent l'assassinat. Profitant de l'arrivée à Florence du cardinal neveu, Raphaël Sansoni Riario, ils attaquèrent Laurent dans la cathédrale à l'issue de la messe solennelle. Mais le coup de main échoua. L'archevêque Salviati et François Pazzi furent pendus. Le cardinal Riario, innocent, fut jeté dans un cachot. Tout en blâmant les conjurés, Sixte IV protesta contre l'incarcération du cardinal. Bientôt, par la bulle Iniquitatis Fidius, il lançait l'excommunication contre Laurent. Mais, voués à lui comme aux martyrs de la patrie, les Florentins ne cédèrent pas. Une guerre s'ensuivit, dans laquelle le pape eut pour allié Naples. Déjà les Florentins aux abois allaient sacrifier Laurent de Médicis, quand tout fut compromis par la trahison de Ferrand de Naples, qui traita séparément avec Florence en 1480. Aussi une deuxième guerre sévit-elle bientôt contre Naples. L'instigateur direct fut encore Jérôme Riario, qui, non content de posséder Imola et une partie des Romagnes, rêvait de détrôner le roi de Naples et de prendre sa place. Cette guerre ne laissait point d'être impolitique, parce que, pour la mener, on dut contracter alliance avec Venise et lui laisser entreprendre le siège de Ferrare, place importante, qui, située à l'embouchure du Pô, barrait la route aux ambitions de la République. La papauté fut très menacée. Ferrand de Naples s'avança jusqu'à Marino, au pied des monts Albins, tandis que la flotte napolitaine s'emparait de Bénévent et de Terracine. La situation fut sauvée par l'habile Robert Malatesta, qui remporta la victoire de Campo Morto et mourut presque aussitôt. On signa la paix.
Mais Venise n'y voulut point adhérer tant qu'elle ne se fut emparée de Ferrare. Alors, dans un congrès général tenu à Crémone, les puissances italiennes résolurent de lui faire opposition. La République était sur le point d'être vaincue quand la trahison du duc de Milan, Ludovic le Mort, lui permit de l'emporter. La paix de Bagnola lui concédait la Polésine, c'est-à-dire les Bouches du Pô, au détriment du duc de Ferrare. La sécurité de l'Italie centrale se trouvait compromise. Triste résultat des ambitions de Jérôme Riario. Le nouveau pape Innocent VIII, 1484-1492, dut lutter à son tour contre l'insolence de Ferrand de Naples. Associé à son beau-fils Mathias Corvin, roi de Hongrie. Une fois encore, les Napolitains envahirent l'État pontifical et menacèrent Rome, qui ne fut sauvée que par le sang-froid du cardinal Julien de la Rovère, organisateur de la défense. Un traité suivit que Ferrand viola bientôt, en sorte que le pape dut prononcer sa déchéance en 1489. Pour l'effrayer, il agitait la menace d'une intervention française. Ferrand consentit enfin à traiter en 1492. Alexandre VI, 1492-1503. Sous le pontificat d'Alexandre VI. Apparut le péril français. Charles VIII, prince aventureux, avait des prétentions sur la couronne de Naples comme héritier de la maison d'Anjou. Or, il était sollicité d'intervenir par Ludovic le Mort, qui avait ravi le duché de Milan à son neveu, Jean Galeas Sforza, époux d'une petite fille de Ferrand de Naples. D'autre part, le cardinal Julien de la Rovère, ennemi du pape Borgia, appelait aussi Charles VIII. Il prenait, auprès de lui, la question de la réforme, lui conseillait d'aller la traiter à Rome, où régnait un pontife simoniaque. Il s'appuyait d'ailleurs sur tous les mécontents romains, Colonna en tête, qui s'emparèrent d'Ostie, le port de ravitaillement de Rome. Enfin, à Florence, le dominicain Savonarole prophétisait la restauration de l'Église et de l'Italie grâce à l'apparition d'un nouveau Cyrus qui n'était autre que Charles VIII. L'expédition française fut une vraie promenade militaire. Après une entrée triomphale dans la Florence de Savonarole, Charles VIII parut devant Rome qu'Alexandre VI ne put défendre. Mais le roi de France ne se prêta point à la déposition d'Alexandre VI, ce qui eût lancé la chrétienté dans toutes les horreurs d'un grand schisme. L'habile pontife s'en tira à bon compte. Il livra en otage le prince Gem, qui mourut bientôt, et son propre fils César Borgia, qui réussit à s'évader. Enfin, il conféra sans doute à Charles VIII l'investiture de Naples, mais sous la formule restrictive « sine alterius prejudicio », ce qui équivalait à ne rien promettre. Aussi, avec Milance, Venise, l'empereur Maximilien et le roi d'Aragon put-il bientôt adhérer à la Ligue de Venise contre Charles VIII, qui n'eut d'autre ressource que de regagner la France en se frayant un passage à Fort-Novo le 6 juillet 1495. Durant la seconde partie de son règne, menacé par une noblesse romaine turbulente, Orsini et Colonna, soucieux avant tout de pourvoir à l'établissement de ses enfants, Alexandre VI résolut de s'appuyer sur la France. Son fils César se rendit auprès de Louis XII, à qui il apporta une bulle de dispense pour son mariage avec Anne de Bretagne et un chapeau de cardinal pour son favori Georges d'Amboise. Un marché fut conclu, d'après lequel le pape se ferait l'allié de Louis XII pour la conquête du Milanais. En retour, Louis XII aiderait le pape à se rendre maître de la Romagne. Grâce à cette alliance, César s'empara de la Romagne, sauf Bologne, ainsi que d'une ligne de forteresses qui, d'Imola à Rimini, commande la vallée du Pô. Lorsque Louis XII voulut s'emparer du royaume de Naples, Alexandre VI lui promit encore son appui, sous promesse qu'il l'aiderait à mater les turbulents barons romains. Les biens des Colonna, des Savelli et des Gaetani
servirent à créer 2 duchés en faveur des Borgia, celui de Nepi et celui de Sermoneta, qui correspondaient à la maritime. Alexandre VI, ou plutôt son fils César, fut maître dès lors dans l'Italie centrale. Un vaste complot tenté par les derniers barons romains, groupés autour des Orsini, échoua. César attira les chefs de la conjuration à Sinigaglia et les mit à mort. Pour achever sa victoire, il traqua les Orsini dans leurs 2 dernières places, Cere et Bracciano. Élargissant encore ses ambitions, César projetait la conquête de la Toscane, quand Alexandre VI mourut le 18 août 1503. Il faut regretter que ce pape ait subordonné toute la politique pontificale aux intérêts de sa maison. Mais un résultat heureux devait subsister, l'affaiblissement de la turbulente noblesse qui si longtemps avait tenu la papauté en échec à Rome, en Campanie et en Romagne.